Bonjour à tous, bienvenue sur Slash, la radio étudiante, faite pour tout le monde. Voilà, tout le monde peut écouter Slash. Avec moi autour de la table, les invités habituels, hein, on les présente plus. Stan, comment ça va Stan? Écoute, ça va très bien. Ça va parfait alors. Et Louis? Bonjour. Bah écoute, ça va comme un charme. Eh bah parfait. Alors aujourd'hui, on va traiter de 4 sujets différents. 4, rien que ça. Ah oui, on est en forme. Ça va envoyer. Ça va envoyer grave. On va parler donc de Big Short, le film sorti le 23 décembre 2015, qui revient sur la crise de 2008. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut en penser de ce film. Et quels sont les enjeux qu'il soulève, en essayant de tourner aussi autour de d'autres films qui ont traité des mêmes sujets, de l'économie, savoir Margin Call et le Loup de Wall Street. Tout à fait. Voilà. Ensuite, deuxième sujet, un peu plus politique, qui reviendra sur Goodyear, la séquestration de patrons, des ouvriers qui perdent leur travail, une crise du dialogue social. Surtout sous un gouvernement de gauche. Ouais. Surtout sous un gouvernement de gauche, donc on va voir qu'est-ce qu'on peut en penser, quels sont les enjeux que ça soulève également. Ensuite, un troisième sujet sportif sur le foot et le déséquilibre en Ligue 1. Et on va clairement se poser la question, est-ce que c'est pas le pire championnat européen, tout simplement? Parce que finalement, on a une équipe qui gagne tout, qui est Paris, et on a les autres qui piétinent. Et les autres qui piétinent, et c'est super agréable à regarder le dimanche soir. Et ensuite, dernier sujet politique également, sur Taubira et le milieu carcéral, sur les prisons. Et pour ce sujet-là, on recevra une invitée qui est une étudiante en L1, juriste, qui est passionnée par ce sujet, qui a envie vraiment de le travailler. Et on verra ce qu'elle pourra nous dire sur ce sujet. Et on essaiera évidemment d'intervenir également, histoire de ne pas passer pour des ploucs. C'est quand même le principal. Voilà, donc restez avec nous, c'est Slash qui commence. Alors, premier sujet, Stan. Hein, qu'est-ce qu'on peut en dire de Big Short? De quoi ça parle? Donc en gros, Big Short, donc, qui est sorti récemment, il y a un petit mois, quoi. Donc attention au spoil. Hein. Oui, attention au spoil. Voilà, on va spoiler le film. Donc si vous voulez le voir, allez le voir vraiment avant d'écouter cette formidable émission. Encore que même après être spoilé, il est quand même intéressant à regarder. Donc qu'est-ce que c'est que The Big Short? En fait, c'est l'histoire de plusieurs personnages qui, à peu près en 2005, ont vu arriver avant tout le monde la crise de 2007, qui a démarré en 2007 aux États-Unis, avant d'arriver vraiment en 2008 en Europe, quoi. Ouais, quasiment donc, même en 2011 en Europe, mais qui s'est déclenché en 2007. Voilà. Ouais, qui s'est déclenché en 2007. Et donc, on rappelle, crise de l'immobilier et tout. Et à cette époque-là, l'immobilier était très fort. C'était la valeur forte du marché. Et des gens ont vu une bulle immobilière se former et donc ont décidé de parier contre l'immobilier. Et donc, ils l'ont vu avant tout le monde. Ils ont pu se faire beaucoup d'argent. Mais c'est un film très intéressant justement parce qu'il montre à quel point le marché peut être défectueux et que finalement c'est une histoire de chiffres que personne vérifie forcément et que finalement le destin de milliards de personnes dans le monde tient sur quelques sur quelques traders de Wall Street, quoi. Oui, parce que là en plus c'est centré du coup sur un quatuor qui est assez éclectique. Avec un beau casting d'ailleurs. C'est peut-être même ça qui pousse à aller voir un film, à aller voir ce film au-delà peut-être de toute la problématique de la crise de 2008 qui paraît presque loin aussi à force. C'est centré du coup autour de Ryan Gosling, Christian Bale, Steve Carell, Brad Pitt. Ça fait quand même un quatuor de choc pour un film comme ça. Et c'est vrai que du coup quand on va voir le film avec ce casting-là, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On s'attend presque à un Loup de Wall Street bis. Et c'est pas du tout le cas. Pas du tout le cas. Alors du coup, la question c'est de savoir qu'est-ce que ça raconte ce film. Donc ça raconte la crise économique, mais est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est traité de la même façon qu'un Loup de Wall Street? Et pourquoi c'est différent du Loup de Wall Street, comme tu le laisses sous-entendre, Louis? Ce qui est très intéressant dans ce film, déjà, moi, ce qui m'a beaucoup plu quand je suis sorti de la salle, c'est que, bon, comme vous savez, souvent, moi, j'aime pas regarder les bandes annonces, j'aime bien ne pas savoir ce que je vais voir. Du coup, je suis allé voir ce film un peu uniquement sur le casting. Et on en ressort, et on voit, du coup, ces 4 acteurs, Bale, Carell, Pitt, Gosling, qu'on est habitué à voir dans des gros blockbusters ou dans des films peut-être moins intellectuels, style Ocean Eleven ou des films comme ça, qui sont moins importants finalement, qui sont du pur divertissement. Et là on ressort et on voit ces beaux gosses du cinéma un peu quitter leur chemise et se mettre dans le rôle de personnes normales. Et on voit Steve Carell par exemple qui ressemble à un père de famille de la cinquantaine, quoi, qui a pris du poids. Enfin, tous ils sont pas dans le rôle habituel et c'est ça qui est assez intéressant si vous voulez dans ce film, c'est que ça dénonce un sujet sérieux, c'est-à-dire la crise, quoi. Et ces personnages-là se mettent au service finalement d'une cause. C'est-à-dire que ces acteurs-là, ce casting fait que le film va peut-être avoir une portée parce que finalement, ils critiquent réellement
le système financier américain, si ce n'est mondial. Ils critiquent un peu le capitalisme. Et les Américains, souvent, n'aiment pas forcément se faire critiquer. C'est-à-dire qu'ils préfèrent les gros blockbusters où c'est le soldat américain qui gagne à la fin et trucs comme ça. Et là, on les critique. Et peut-être que sans ce casting, ce film n'aurait pas du tout eu le même écho. Après, on reste avec un film à l'américaine. Même avec ce casting-là, déjà rien qu'avec le casting, je trouve par exemple que des personnages comme Brad Pitt, qui produit le film certes, n'étaient pas forcément nécessaires dans l'intrigue. Après, j'ai beaucoup aimé Steve Carell dans ce film-là, qui du coup se découvre un côté un peu plus dramatique depuis quelques temps. J'ai beaucoup aimé aussi Christian Bale qui fait un rôle encore qui est très abouti avec une belle recherche du personnage. Par exemple, Ryan Gosling, je trouve que c'est un petit peu trop la caution beau gosse du film. C'est-à-dire que je trouve que ce casting-là, parce qu'en soi, oui, ça tape un peu sur la crise de 2008, mais ça reste assez gentil. Ils nous refont un défilé de ce qui s'est passé. On voit un petit peu plus les engrenages, mais à la fin, le quatuor qu'on suit réussit dans sa démarche. Alors oui, il y a 2-3 pleurs, il y a 2-3 remises en question, mais ça reste quand même... On change de point de vue, on n'est pas du côté de ceux qui perdent, en gros, qui vont ruiner les Américains, mais ça reste encore l'Amérique qu'on connaît, qui gagne à la fin. Vas-y, je t'en prie, Louis, j'ai juste une question. Il y a quand même une vertu moralisatrice au film, c'est-à-dire qu'à la fin, on voit donc le marché qui s'effondre et tout. Et donc Ryan Gosling qui fait un peu la voix off dans le film, c'est-à-dire qu'en plus d'être acteur, il est aussi celui qui explique un peu, qui est le narrateur, qui explique ce qui s'est passé. Et donc il dit évidemment, après cette crise, tous les grands patrons ont été condamnés, les banques ont dû payer des... Mais du coup, la question c'est, est-ce que ce film, c'est une histoire ou est-ce que c'est vraiment un documentaire? Non, c'est ça qui est fort dans ce film, c'est que c'est une histoire vraie. C'est peut-être ce qui est plus fort encore, par exemple, que Loup de Wall Street ou quoi, c'est que cette fois, c'est une histoire vraie et c'est filmé comme tel. C'est-à-dire que c'est filmé... Le Loup de Wall Street aussi, c'était une histoire vraie. C'était vraiment l'histoire d'un véritable trader, quoi. Ouais, mais là, c'est... C'était vraiment romancé, mais... Là, c'est on ressent l'effet documentaire, en fait, presque. Il y a un effet documentaire, docu-fiction, sur la façon dont on s'est filmé. Louis sera d'accord avec moi, c'est-à-dire qu'on adopte une stratégie, par exemple, la caméra à l'épaule, c'est-à-dire des plans qui bougent beaucoup, on a parfois le sentiment d'être en caméra cachée, des mises au point qui se font au cours de la scène. On a vraiment l'impression que ce sont des journalistes en fait qui sont en train de tourner, et on a l'impression de pas être tant dans une histoire que d'être un type qui est dans le bureau et qui regarde à chaque fois et qui suit la caméra, quoi. Mais ça, j'ai trouvé ça bien fait du coup par le réalisateur qui s'appelle Adam McKay, et qui est plus connu pour avoir fait des comédies, par exemple Very Bad Cops, etc., et qu'on n'attendait pas forcément, voire même pas du tout à faire ce registre-là. Et du coup, quand on rentre dans la salle de cinéma, on s'attend pas à ça. On fait face à 30 premières minutes, par exemple, qui sont extrêmement lourdes en termes de vocabulaire économique, etc. Et il nous arrive à nous faire, en gros, un cours de seconde d'économie pour qu'on reste dans le jeu, qu'on comprenne quelque chose. Par exemple, du coup, ça va être un spoil, j'en suis désolé, mais le fait qu'à un moment, il nous dit au bout de 30 minutes, si vous n'avez pas compris, c'est normal. Là, on vous met une belle blonde qui, pour le coup, est... je vais retrouver son nom parce que ça se fait pas trop de dire juste. C'est la femme de Leonardo DiCaprio. Margot Robbie, qui joue déjà dans le Wall Street. Qui joue la femme de DiCaprio dans le Loup de Wall Street. Voilà, qui va être à l'affiche pour Harley Quinn dans Suicide Squad bientôt. Et du coup, on nous met cette belle blonde dans la baignoire avec du champagne et nous dit, elle va tout vous expliquer. Et ça revient plusieurs fois dans le film. J'ai pas vu ce film, mais ça donne sacrément envie quand même. Tout de suite. Oui, ce qui est fort aussi, c'est de vraiment nous plonger dedans, c'est-à-dire de nous faire croire, c'est une histoire réelle et nous le rappeler sans cesse. C'est-à-dire, par exemple, à un moment donné, pour donner plus de réalisme, on voit deux personnages qui trouvent un journal, je sais pas quoi, et là, les personnages qui se tournent vers la caméra et qui nous disent... brise le quatrième mur. Ouais. Bon, en réalité, ça s'est pas vraiment passé comme ça. En réalité, c'est telle personne qui m'a appelé, machin, mais là, on va le faire comme ça. Ce qui fait qu'on se dit, même ce qui est pas totalement vrai, ils nous le disent, quoi, ce qui donne une dimension réaliste. Ou alors, tu entends, briser le quatrième mur, les personnages qui nous parlent directement, tu entends, et qui nous disent, et là, lui, il a vraiment fait ça en vrai. C'était un 4 juin dans telle salle, il l'a fait, quoi. Mais du coup, quelle est la spécificité de ce film vis-à-vis d'un film comme The Margin Call, qui était sorti en 2011, qui traitait du même sujet, ou alors du Loup de Wall Street? Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce film? En quoi il est différent des autres? Pour moi, la principale différence, c'est le rythme déjà. On est dans un rythme de documentaire, c'est un film qui fait 2h10, donc c'est un gros format, et c'est un film long. Si on n'est pas, on arrive à être captivé par le sujet, par la mise en scène, etc., mais ça reste un film lourd, long, et ce qui fait que du coup,
on s'attend pas. Le Loup de Wall Street, c'est brillant, il y a plein de rebondissements, c'est vivant. Tu n'as pas le temps de respirer. Là, par exemple, il y a des moments où clairement tu peux faire pause, aller sur Wikipédia et regarder ce que ça veut dire tel terme d'économie pour comprendre, parce que sinon c'est pas. Pour moi, la vraie différence, c'est que au-delà d'être un film, d'être une histoire, c'est vraiment un film qui a vocation à dénoncer, et pour dénoncer, il faut expliquer. C'est-à-dire que par exemple dans Margin Call qu'on a vu, qui est sorti en 2011, c'est moins expliqué. Ouais. C'est moins expliqué. C'est-à-dire qu'on est du point de vue de banquier, et il parle, on suit l'histoire, mais c'est flou, on n'explique pas. Alors que là, concrètement, par exemple, on connaît tous, voilà, dès qu'on dit crise de 2007, je pense que tout le monde, ce qui nous vient aux oreilles, c'est la crise des subprimes. Est-ce qu'on sait concrètement ce que c'est qu'un subprime? Là, c'est expliqué dans le film. C'est quoi un subprime? C'est un emprunt qui est plus risqué pour le prêteur, c'est-à-dire qui a moins de chances d'être remboursé. Donc, qui s'oppose un peu à la catégorie des primes, qui sont des prêts plus sûrs. C'est-à-dire qu'un subprime, c'est un peu un prêt pourri. Par exemple, on va prêter ou vendre une maison à des gens qui n'ont quasiment aucune chance de la rembourser en fait. Donc là, voilà, il y a des tas de trucs comme ça qu'on nous explique tout au long du film, comme dans un documentaire en fait. On s'arrête et donc c'est pour ça qu'il a une vocation dénonciatrice. C'est-à-dire que au fur et à mesure du film, on comprend et on se dit ils sont complètement fous. C'est-à-dire parce qu'on a les clés en main pour comprendre quoi. Et on sort de ce film-là. À la fin, il y a plusieurs phrases, ça se finit sur un écran noir où on nous dit voilà, regardez, vous avez vu ce qui s'est passé. Et ben aujourd'hui, ça n'a toujours pas changé. Ça nous met en garde pour le futur, ça nous met en garde pour le présent. Ça nous dit aujourd'hui, c'est toujours la même merde et personne s'en préoccupe. On ne retire pas les leçons du passé, personne a été condamné. Comme d'hab, on a tout rejeté sur les pauvres et les immigrés. Et voilà. Ok, alors du coup, comparé à The Margin Call où on sort du film, on est un peu bouleversé. Là, on sort de Big Short, on est bouleversé, et en plus, on a compris des choses, hein, si je vous suis bien. Néanmoins, est-ce qu'il y a certaines critiques à faire au film? Est-ce qu'il n'y a pas de petites inepties, de choses qu'on ne comprend pas vraiment Les inepties, ça va. Après, c'est comme j'ai dit, c'est un film lourd sur certains thèmes économiques, mais le réalisateur arrive il fait quasiment des arrêts sur image avec une définition à certains moments pour qu'on comprenne. Ça va. Après, je le trouve presque timide en fait dans la dénonciation qu'il fait, parce que oui, on aurait pu faire mieux quoi. Bah, peut-être aller plus loin. Par exemple, le fait de parler du fait qu'en 2015 il y a encore ce même système qui se remet en marche, c'est une phrase à la fin. Et pareil dans le film, il se donne presque une conscience en mettant par-ci par-là des photos de tentes, de gens à la rue. On reste sur quelque chose d'assez plat qui nous refait le déroulé des étapes. Mais ça, c'était quelque chose qu'on pouvait avoir sur Wikipédia. En fait, je trouve qu'il aurait pu aller plus loin presque dans la dénonciation. Peut-être trop descriptif. Je sais pas, moi je m'oppose un peu à toi parce que quand même, on est un peu choqué dans ce film. C'est-à-dire qu'il montre aussi tout l'excès américain. C'est-à-dire que de temps en temps, d'un coup, le film s'arrête entre deux scènes et là on met un clip de rap ou je sais pas quoi. On met Ludacris à un moment donné au début du film et voilà, on voit à côté de Ludacris plein de tout l'excès américain, les billets qui volent, Times Square, tout ça, qui est dénoncé un peu l'excès américain, les gens qui vivent sans se rendre compte dans quoi ils vivent, quoi, une espèce d'illusion permanente, qui se rendent pas compte de la société dans laquelle ils vivent. Et on a des personnages comme Steve Carell, qui est assez dramatique dans le film. Hein, j'ai beaucoup aimé la performance de Steve Carell. Steve Carell, très bon, qui lui est un peu comme le seul qui se rend compte vraiment de la catastrophe que c'est, qui a vraiment une empathie, qui se dit mais c'est dingue, ces gens-là sont des vrais enfoirés, ils en ont rien à foutre, c'est la catastrophe. Au moment, et petit à petit, en plus dans le film, lui-même réalise, c'est-à-dire que de base, il est dans le système, mais il est contre le système, c'est-à-dire qu'il veut tout faire à chaque fois, dans son métier, pour essayer de contrecarrer le système, essayer d'aider les gens qui en ont besoin, quoi. Et au fur et à mesure, il découvre à quel point le système est encore plus pourri que ce qu'il... Parce que c'est-à-dire que la majorité ne savait même pas qu'il y avait une bulle, quoi. Ils ne savaient même pas que leur prêt était complètement pourrave, ils se rendaient même pas compte, ils vivent dans une autre dimension, ils se rendaient pas compte des conséquences que ça pouvait avoir. C'est-à-dire, c'est quoi concrètement? C'est des millions de personnes à la rue. C'est Brad Pitt le dit à un moment donné dans le film, oui, 1% de chômage c'est bien, mais c'est quoi? C'est 40 000 personnes rien qu'aux États-Unis qui meurent quand c'est 1% de chômage en plus. C'est des chiffres comme ça qui nous sont balancés tout le temps, et on le voit notamment à travers la personnalité de Steve Carell dans le film, qui vraiment à la fin est en pleurs, quoi, limite. C'est-à-dire qu'il se rend compte à quel point c'est la merde. Et on parle même dans le film de fin du capitalisme, de choses comme ça. D'accord, donc il y a vraiment des enjeux. Moi, je trouve, des enjeux importants. Je suis d'accord avec lui, c'est-à-dire que tout au long du film, on voit ce contraste entre l'excès américain, entre l'excès de Wall Street, entre l'excès de gens qui ne se rendent pas compte et qui ne voient que des chiffres. En fait, c'est ça qui est très dangereux. C'est-à-dire que la vie de milliards de personnes ne repose que sur des chiffres virtuels. C'est-à-dire qu'on se vend des actions, on se vend des prêts, on se vend des subprimes, des CDO, des choses comme ça assez techniques qu'on essaye de nous expliquer dans le film. Et je parle beaucoup, mais
pour montrer à quel point... Il te reste quelques secondes pour terminer ton discours altermondialiste. Allez, vas-y. Voilà, lâche tout. Juste pour nous montrer à quel point c'est hallucinant. D'accord, bon, vous l'aurez compris, The Big Short, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. C'est vraiment très très intéressant comme film. Nominé pour les Oscars qui arrivent. Oui, exactement. Et si vous voulez voir un petit peu dans la même veine de ce genre de film, il y a The Margin Call et The Loup Wall Street, évidemment. On vous mettra de toute façon tous les liens, tous les noms qu'il faut retenir dans la description. Voilà, donc on va passer à notre deuxième sujet, mais en attendant, une petite pause musicale. To the sun, I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 C'était Get Lucky de Only Flow, qu'on avait déjà présenté plus d'une fois, mais vous retrouverez encore le lien vers sa page, sur sa page Facebook et même YouTube, histoire que vous découvriez ces merveilleuses musiques d'Only Flow. Donc on attaque tout de suite le deuxième sujet sur Goodyear et je vais te laisser, Louis, présenter rapidement la situation, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Alors, petit rappel des faits, ouais, voilà. Parce que là, du coup, faut présenter ce qui se passe en ce moment, sur quoi on va, de quoi on part. C'est le fait que là, il y ait 8 salariés anciennement Goodyear, pour le coup, qui ont été condamnés à 2 ans de prison en tout, donc 9 mois fermes, et avec donc 15 mois de sursis et une mise à l'épreuve de 5 ans. Donc des peines relativement lourdes. Et les faits, pour revenir dessus dans les grandes lignes, c'était 7-8 janvier 2014, l'usine Goodyear à Amiens-Nord, dans la Somme, où 2 cadres sont séquestrés pendant 30 heures. C'était le directeur de la production et le DRH, si je ne me trompe pas. Mmh. Et à partir de là, il y a une escalade, il y a une séquestration de ces 2 personnes pour notamment changer, pour accéder aux requêtes des salariés au niveau du plan social suite à la fermeture de l'usine. D'accord, très bien. Un plan de licenciement de 4000 personnes en fait. Donc c'est pour ça, il me semble. On est plus vers 1200 personnes environ, 1200 salariés, mais ça reste du coup un plan énorme au niveau de l'ampleur. Voilà. Alors moi personnellement, pour traiter le sujet, je me suis un petit peu penché sur ce que je connais, c'est-à-dire la philosophie. Voilà, donc ça fait être chiant, mais bon, c'est pas grave, je me lance quand même. Envoie-nous ça. Voilà, donc j'étais parti d'une citation de Locke dans le traité du gouvernement civil, chapitre 3 de l'état de guerre, que je vais vous citer évidemment. Alors, étant juste et raisonnable que j'ai droit de détruire ce qui me menace de destruction, car par les lois fondamentales de la nature, l'homme, étant obligé de se conserver lui-même autant qu'il est possible, lorsque tous ne peuvent pas être conservés, la sûreté de l'innocent doit être préférée, et un homme ne peut en détruire un autre qui ne lui fait la guerre ou qui lui donne son intimité et la résolution qu'il a prise de la perdre. Tout de même que je puis tuer un lion ou un loup, parce qu'ils ne sont pas soumis aux lois de la raison et n'ont d'autres règles que celles de la force et de la violence. Tu chapitre entier en fait. Ah oui, c'est une très longue citation. Il n'y a même pas de point en plus, vraiment, c'est une phrase entière. Vas-y, traduis. Traduis-nous ça. Donc du coup, le rapport patron-salarié dans tout ça. Alors, il y a 2 choses qu'il faut retenir de cette citation. C'est que l'homme est obligé de se conserver lui-même, il doit tout faire pour cela et se protéger des hommes qui potentiellement cherchent à prendre cette vie. On est d'accord là-dessus. Aujourd'hui, on est dans une société qui considère le travail comme étant la chose principale dans la vie. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de travail, concrètement, on peut se poser la question de savoir si vous avez véritablement une vie. Parce que Castel, tout ça, quoi. Voilà, exactement. J'aime beaucoup quand tu prends comme ça toutes mes citations,
mes auteurs, c'est très agréable. Voilà, comme ça, je passe pour quelqu'un de moins intelligent. Je suis formidablement Non, mais du triste. coup, en gros, tu nous dis que là, Mais c'est de la défense légitime, en fait, pour toi. Mais voilà, en fait, je considère que, pour reprendre justement Robert Castel, c'est-à-dire que sans travail, vous êtes dans un processus de désaffiliation que nous avons vu lors de nos différents cours. C'est-à-dire que peu à peu, on perd les liens sociaux, on n'a plus la possibilité forcément de se nourrir, on n'a plus forcément la possibilité d'avoir des loisirs. Donc, petit à petit, on devient un en dehors de la société. Voilà, on se marginalise. On se marginalise, on devient étranger. Or, qui a envie de cela ? Personne. Enfin, concrètement, si vous avez le potentiel pour protéger, si vous avez la capacité de protéger cette vie, vous devez le faire. Vous devez le faire parce que c'est naturel. Et vous devez le faire car de toute façon, vous en avez envie. Parce que sans cela, vous ne pouvez pas vivre. Parce que c'est le travail et la vie dans ce cas-là. Et juste... Après, on revient du coup, le problème de la pratique en elle-même, au-delà de défendre du coup son intérêt propre, c'est la séquestration en elle-même qui a été condamnée. Du coup, c'est le sujet, enfin la raison de la peine précise, et la séquestration qui du coup reste hors la loi, enfin qui reste un délit. Ça, dans un principe justement d'une société qui doit marcher et qui doit être cohérente, il y a le droit. Et à partir du moment où on respecte plus ce droit, c'est plus ou moins l'anarchie. Alors je veux bien que ça soit un réflexe naturel. Cependant, si la loi dit à un moment donné, parce que certes il faut protéger les salariés, je suis le premier à le dire, néanmoins, c'est réciproque. Est-ce qu'on peut permettre à des salariés de séquestrer les patrons, quoi? C'est l'enjeu, c'est le deuxième enjeu que soulève la citation, c'est-à-dire que tout faire pour protéger cette vie, notamment contre des loups ou des lions, qui n'ont d'autre règle que celle de la force et de la violence. Quand on fait un petit peu de philo, on se pose la question des termes. Qu'est-ce qu'on entend ici par force et violence ? Et notamment vis-à-vis de la violence. Dans le droit, on nous explique qu'on ne peut pas faire violence envers des individus. C'est comme ça. La violence physique dont les ouvriers ont usé envers les patrons, elle n'est pas acceptable et elle est condamnée par le droit. Très bien, ça on est d'accord. Tout à fait. Mais qu'est-ce qu'on dit de la violence symbolique ? Si on vient des termes bourdieusiens. C'est-à-dire que vous avez des patrons, vous avez des multinationales qui usent d'une violence symbolique envers les ouvriers. Et qu'est-ce que, en tant qu'ouvrier, vous pouvez faire face à celle-ci ? Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire parce que vous avez des syndicats qui, certes, sont de plus en plus importants institutionnellement, mais dont les ouvriers ont de moins en moins confiance, si on se base sur Rosan-Vallon. Vous avez un processus qui est celui de dire que le monde fonctionne avec une division du travail extrêmement importante. Donc, à chaque fois que vous vous adressez à un patron, à chaque fois que vous vous adressez à un interlocuteur, lui-même doit s'adresser à un autre, etc., etc. Et au bout d'un moment, finalement, on ne sait plus à qui parler. Ouais, mais après, là, du coup, je comprends ce que tu veux dire dans le fait qu'il y a du coup un souci dans la défense des intérêts des salariés par rapport à, on va caricaturer, mais la toute-puissance des patrons. Dans ça. Mais le problème, c'est que là, l'acte en lui-même, la séquestration, me paraît pas pouvoir être accepté comme une technique de protestation classique. Quand on voit par exemple la désobéissance civile, ou même la manifestation, moi ce que je vois plutôt dans ce problème-là, c'est non pas le fait que séquestration ou non, est-ce que c'est valide ou pas, mais le fait qu'on est au même titre. Et je pense même que c'est relié d'ailleurs avec tout ce qu'on appelle la crise de la représentativité, c'est-à-dire tout ce fossé qui se creuse entre les élites politiques et les personnes. Là, on est dans une crise aussi de tout ce système de grève, une crise de la protestation presque, où on a l'impression que la grève n'est plus sociale. Voilà. C'est une crise du dialogue social, c'est-à-dire qu'on ne sait même plus avec qui parler, on ne sait plus qui veut parler avec qui est capable de parler avec qui. Les syndicats arrivent de moins en moins, là on va réciter notre cours, mais c'est que les syndicats arrivent de moins en moins à remplir leur rôle de représentation, notamment des mouvements ouvriers. De toute façon, les ouvriers n'ont plus confiance dans ces syndicats. Voilà. Donc, Il n'empêche que pour revenir au débat, on peut tout de même se demander si cette séquestration est justifiée et si la peine qui s'ensuit, du coup, l'est aussi. C'est-à-dire que à un moment donné, peut-être quand même que pour faire valoir ces arguments, il faut tout de même utiliser les outils légaux, les outils proposés par le droit, c'est-à-dire qu'il y a la grève, pourquoi pas la grève générale, tout ce qui est syndicat, tout ce qui est moyen de pression sur le patronat. Peut-être qu'utiliser la violence aussi, est-ce que ça leur fait un coup de pub, un coup de pub. Pas dire ça comme ça, mais c'est-à-dire que c'est sûr que ça attire la lumière médiatique. La lumière médiatique, on s'intéresse à leur sujet, et c'est pour ça que aussi peut-être qu'on est là plus ou moins pour les défendre aujourd'hui. Cependant, que certains vont les défendre.
cependant, je suis pas sûr que, au final, ils en retirent quoi? Ils en retirent 9 mois de prison. C'est-à-dire que peut-être que. Mais c'est ça que, personnellement, là, j'ai un petit peu rentré plutôt dans le personnage politique que je suis, c'est que je ne pense pas que ce soit normal. C'est-à-dire qu'à partir Ouais. du moment où vous êtes sûr de perdre votre travail, rendez-vous compte, c'est juste, faut se mettre dans la position de ces ouvriers. On va perdre notre taf. On n'est pas sûr d'en trouver un. On est dans une situation économique où le chômage est monstrueux. Vous n'êtes pas sûr de trouver un travail, donc vous n'êtes pas sûr de pouvoir assurer, si ce n'est votre vie et celle de votre famille. Qu'est-ce que vous faites quand votre seul moyen, c'est la violence? Parce qu'on use de toute façon d'une violence symbolique sur vous, vous répondez par une violence qui est physique, certes, qui n'est peut-être pas justifiable, qui n'est peut-être pas légale. Et qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Oui, mais après, pour moi, c'est le mauvais sens de question. C'est que oui, du coup, on ne fournit pas aux salariés les moyens de répondre à la violence symbolique dont tu parlais des patrons, mais pour autant la séquestration ne peut pas être une bonne solution. Là, on voit qu'il y a des peines du coup de prison, notamment des prisons fermes, contre ces séquestrations. Je pense que même les salariés peuvent les voir, elles, comme justifiées. Ce qui les indigne plus, c'est le fait que la justice, depuis le début, c'est-à-dire dans tous les recours juridiques qu'ils ont fait pour s'opposer à la fermeture de l'usine Goodyear, etc., ils étaient rebootés, et c'est cette impression de du coup que la justice est contre eux. Parce qu'en soi, la peine de prison face à des actes comme ça, ils le savaient, même à l'époque, ils disaient, s'il faut aller en prison, on ira. Ils étaient conscients que du coup, c'était hors la loi. Donc ça, je pense que le problème de la séquestration, c'est pas de savoir si c'est légal ou pas. Je pense que même les salariés savent qu'ils dépassent les limites quand ils font ça. C'est plutôt du coup, quels moyens on peut fournir aux salariés autres que cela pour leur permettre de protester. Et là, je pense que du coup, on est face à un vide de possibilités du côté un manque de moyens. Et la question aussi, pour revenir à ce que tu disais Antoine, du coup, c'est si cette séquestration, du coup, l'usage de cette violence est compréhensible, puisque des gens perdent leur boulot, puisque des gens se retrouvent, tout ce qu'on a expliqué depuis le début de ce débat, si elle est compréhensible, est-ce que pour autant elle est justifiable? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, quand même, on peut se mettre d'accord et dire, oui, dans ce cas-là, on peut outrepasser le droit? Non, mais elle n'est pas forcément justifiable, mais c'est un peu. Elle est compréhensible, d'accord. Voilà, c'est exactement ce que disait Sartre à l'époque du terrorisme. Vis-à-vis du terrorisme, Sartre disait on ne peut pas justifier ces actes-là, mais on peut comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont là. Mais c'est exactement la même chose avec les ouvriers. Évidemment que cette violence physique est condamnable, mais leurs gestes, ce qu'ils veulent faire passer, tout le monde peut le comprendre. C'est que ça nous touche nous-mêmes directement. C'est humain. Un peu d'empathie, on comprend évidemment. Ouais, mais on ne pouvait pas éviter cette peine de prison-là, de toute façon, parce qu'il y a un débat autour de est-ce que c'est vraiment des personnes qui ont perdu leur travail 2 ans après, les condamner à de la prison ferme, du coup leur faire un casier lourd, est-ce que c'est juste ou pas? Oui, parce que du coup, il y a aussi, ce fait qu'ils ont dit, oui, le gouvernement, la justice veut faire un exemple. Cet exemple-là, il le faut aussi parce que le cas de protestation, de séquestration, on en a vu plusieurs ces derniers temps. Il y avait en 2015 toutes les manifestations autour d'Air France où il y a eu des problèmes aussi autour de ça. C'est un peu le même problème d'ailleurs. Les représentants un peu justement disent eux-mêmes qu'ils ont l'impression aussi de payer pour Air France, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on veut faire d'eux un exemple pour justement éviter ces conflits sociaux qui débordent. Mais la question qui se pose aussi, conflits sociaux, pardon, dans cette situation, c'est le problème, c'est que ça arrive aussi sous un gouvernement socialiste. Et l'autre problème, c'est que les peines avaient été abandonnées, c'est-à-dire que les cadres en question, si je dis pas de bêtises, les poursuites avaient été abandonnées. Les poursuites avaient été abandonnées. Et c'est un procès politique, parce qu'il me semble que c'est le préfet qui a maintenu la poursuite en justice, il me semble. Voilà, je ne veux pas, mais si c'est le cas. Et de toute façon, il y a plusieurs vidéos, on vous mettra des liens dans la description, je pense notamment à une d'un des ouvriers qui était passé sur Canal+, et qui expliquait très très bien la situation. Il me semble que c'est le préfet qui a maintenu les poursuites en justice, et que c'est clairement un procès politique. Mais là se pose la question de savoir, sous un gouvernement de gauche, attendez, on est sérieux, on est en train de parler d'un gouvernement de gauche qui essaye de faire de ces ouvriers condamnés un exemple, mais qui, en attendant, on a des gens comme Bernard Tapie, on a des gens comme Balkany, on a des gens comme Cahuzac, on ne sait pas trop où ça en est, qui sont encore dehors. Après, c'est qu'on marche un peu sur la tête. Ouais, mais après, tu peux pas généraliser le fait que si telle personne est dehors pour tel délit, pourquoi celle-là se fait enfermer pour un autre. Mais dans le cadre, du coup, pour revenir cette problématique gouvernement de gauche et sanctions, le problème, c'est que c'est vrai qu'à l'époque, du coup, en janvier 2014, et c'est ce que reprochent aussi les salariés, Montebourg avait promis qu'il y aurait un repreneur pour cette usine, et ça n'a pas été le cas. Donc c'est sentiment d'abandon. Mais
Là, moi, ce que j'ai vu, c'est la plainte a été retirée, mais le parquet continue. Procès politique, je sais pas. C'est juste que là, la loi était enfreinte. Je pense pas forcément mes termes sont juridiquement parfaits, mais vous avez compris. Loi enfreinte, et avec la répétition de ce genre de cas, il était obligé que ça aboutisse à une peine de prison, et on ne peut pas crier au scandale. Ils ont peut-être servi de bouc émissaire. Mais la question du coup que je me pose, c'est comment est-ce que les ouvriers maintenant vont pouvoir manifester? Parce que on peut se dire aussi qu'au bout d'un moment, on va passer petit à petit, peut-être que les grèves vont être condamnées. Est-ce que la séquestration a vraiment été considérée comme un moyen de manifestation, enfin, de contestation? Dans le répertoire d'action collective, ouais, mais c'est pas légitime. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à partir du je moment pense que la question se pose même pas, plus de savoir si c'est légitime ou pas. Je crois que comment ils peuvent manifester, voilà, tout ça, ça passe aussi par la. C'est vrai que par le travail, c'est tout ce qu'on a étudié. C'est l'individualisation du travail, tous ces processus-là qui font qu'il est de plus en plus dur pour les ouvriers eux-mêmes d'avoir une conscience de classe, de se rendre compte un peu de cette classe sociale à laquelle ils appartiennent, de se regrouper, la baisse du taux de syndicalisation aussi, qui même s'il n'a jamais été très haut, est particulièrement bas. En France, c'est le plus bas en Europe. C'est le plus bas. Bon, pour autant, les syndicats perdent pas plus d'influence que ça tout de même, mais c'est toute une remise en question de la lutte syndicale en fait, et je pense que la contestation doit revenir, la contestation salariale doit revenir sur des bases juridiquement légales, qui passent par le droit de grève, par des droits comme ça, des moyens mis à disposition des salariés pour pouvoir faire valoir aussi leurs intérêts, et surtout dans le contexte social qui est le nôtre, où la précarisation de l'emploi est quand même de plus en plus forte, et où en effet on peut comprendre du coup, si on peut comprendre, on peut pas pour autant justifier des actes de violence comme cela, quoi. C'est vrai qu'on va, je pense, dans les prochaines années, alors peut-être même dans la prochaine décennie, c'est des phénomènes qui peuvent s'étaler longtemps, mais on va peut-être vers une remise en cause des moyens classiques de protestation, parce que du coup on a l'impression que la grève est inefficace. Lesquels j'en ai pas d'idée pour l'instant, on n'a pas les éléments, c'est que c'est un processus qui va se faire lentement, peut-être pas la séquestration du coup, vaut mieux pas espérer, mais je pense que du coup on va vers une évolution quand même. Ce cas montre qu'on va vers une évolution des moyens de protestation. Attention, je veux bien qu'on comprenne que moi la séquestration, je suis pas en train de dire hey, faites-le, ça fonctionne. Non, c'est pas du tout ça, c'est juste dire que toi on sait que tu as lu Germinal et que du coup voilà, exactement, tu vois, toute ma culture que tu m'exploses à la tête là, j'aime beaucoup. Non, mais c'est pour dire que voilà, la séquestration, si vous n'avez pas d'autres moyens, je dis pas de le faire, c'est juste qu'on doit pouvoir le comprendre. Non, c'est véritablement ça. Du moins autour de cette table, on comprend tous. Ok, très bien. Et ben, je pense qu'on a fait le tour du sujet. C'était très intéressant de discuter avec vous de cela. On se retrouve juste après une petite pause musicale. You'll become a stranger, 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 you'll become a stranger.
you'll become a stranger. Et c'était Tout One Disco, You Will Become a Stranger. Bon, je te regarde, Stan, Quel accent. droit dans les yeux. On vous mettra le lien dans la description évidemment pour toutes les musiques et on va attaquer le troisième débat, à savoir sur le foot, donc un sujet un petit peu plus détente. Donc sur le football, à savoir le déséquilibre en Ligue 1, avec une question toute simple. Est-ce qu'on a le pire championnat européen ? Louis, éventuellement pour commencer. Bah, c'est vrai que là, du coup, la dernière journée a été un cassage de gueule général qui est assez retentissant. On le connaît, enfin, on s'en doutait un petit peu, mais là, je pense que c'est le plus marqué quasiment depuis le début de la saison. C'est qu'on a Monaco qui a perdu 3-0 à Angers, on a Lyon qui a perdu 1-0 à Bastia, et on a Marseille qui a fait match nul un partout à Lille, qui en soi, c'est pas un mauvais résultat, mais dans le contenu, on a vu qu'en gros, ils étaient très très loin d'atteindre l'Europe. Du coup, on le rappelle, c'est Monaco pour l'instant 2e, Marseille 9e et Lyon 10e. Donc, est-ce qu'on a le pire championnat d'Europe en ce moment ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a la pire Ligue 1 depuis longtemps ? C'est possible. Parce que je dis ça vis-à-vis de l'idée qu'on a une équipe qui gagne tout en France, qui est Paris, qui au niveau européen pour l'instant n'a pas fait ses preuves, donc on est juste à un niveau national extrêmement bon. Et on a des équipes qui à côté comme Monaco, Marseille, Lyon, n'affichent pas un grand niveau de jeu, quoi. C'est-à-dire que moi j'ai un peu le sentiment qu'il y a une décadence par rapport à l'an dernier par exemple. C'est-à-dire que de toute façon ça fait je sais pas combien de temps, ça fait 20 ans qu'on tape sur le championnat de Ligue 1, on dit toujours c'est une catastrophe et tout. Moi, l'an dernier, je m'étais quand même pas trop ennuyé. C'est-à-dire qu'on avait cette particularité. L'an dernier, c'était un bon championnat. On avait quand même cette particularité l'an dernier, d'avoir, c'est vrai, une équipe de tête Paris, mais qui avait eu du mal avant d'être tranquille toute la saison. C'est-à-dire que c'était arrivé vraiment, elle avait pris la première place tranquillement. Au-delà de la 30e journée. 7 journées avant la fin. Ah ouais, le duel avec Lyon était super intéressant. Le duel avec Lyon et tout. Enfin, ils n'étaient pas premiers, ils étaient même 3e à la trêve, je crois. Et on avait aussi, mine de rien, faut pas oublier, peut-être cette petite particularité qu'on a en France, d'avoir souvent un bon championnat en bas de classement aussi, qui n'est pas négligeable, parce que c'est-à-dire que des équipes qui cherchent à sauver leur peau, mine de rien, ça donne souvent des beaux matchs. Et je me souviens que l'an dernier, on se retrouvait, les dernières années plus généralement, on se retrouvait avec parfois dans les 2-3 dernières journées potentiellement 7-8 équipes qui pouvaient descendre, et ça donnait vraiment des fins de journée palpitantes qui finalement portaient l'intérêt du championnat français sur le bas de tableau, sur le bas de tableau plus que sur le haut, dans la mesure où on savait que ça allait être Paris vainqueur. Cette année, c'est différent parce que Paris est vraiment au-dessus, et puis depuis le début de la saison, c'est-à-dire qu'au bout de... Là, ils ont 21 points d'avance. Au bout de 10 journées, c'était fait, quoi. C'est on n'a pas une équipe qui est capable de rivaliser, c'est-à-dire qu'ils se prennent tôle sur tôle. Longtemps, Lyon, jusqu'à la trêve, a été pas trop mal classé, on ne savait pas comment, ils étaient 2-3e. Je me suis toujours demandé comment ça se faisait, mais parce qu'en fait, les autres étaient pires. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ne savent pas enchaîner. Là, pareil, Monaco, qui est du coup, on a dit second, qui est second, a perdu hier 3-0 contre Angers, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quoi ce championnat ? C'est faible. Derrière Paris, c'est faible. Il y a pas de, il manque une opposition, quoi. Il manque une équipe. C'est-à-dire que sans pour autant aller jusqu'à titiller Paris, faire des beaux matchs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Paris rencontre une équipe, on se dit ils vont se faire défoncer. C'est simple, hein, franchement, la seule équipe pour l'instant que j'ai pu voir d'intéressante vis-à-vis de Paris, c'est Toulouse. C'est juste incompréhensible. Le seul match vraiment intéressant où Paris est un petit peu plus cravaché et un petit peu plus élevé son niveau de jeu, c'était contre Toulouse. Tous les autres matchs que j'ai pu voir, Paris déroulait, mais tranquillement. Soit ils gagnaient 1 ou 2-0 sans forcer, soit vraiment contre Angers où j'étais au parc. Là, mais c'était juste colossal. Il y a deux phases différentes. Il y a le fait, en séparant Paris et la machine de guerre, il y a le fait que, les favoris, entre guillemets, donc du coup on va résumer ça au trio Monaco, Marseille, Lyon, sont à des niveaux de jeu qui sont affligeants. Pour avoir suivi les matchs des trois à peu près, c'est très peu de contenu, offensivement pauvre et défensivement très friable. Ouais, c'est simple, juste, après tu pourras reprendre la parole. Marseille-Guingamp, c'était il y a 3 semaines il me semble, sur Canal+,
5 sur 20. C'est la pire note qui existait sur Canal+ depuis le système de notation. Voilà. Je te laisse Et du reprendre. coup, il y a ce phénomène-là d'un côté, et de l'autre, il y a aussi cette réussite du modèle français, qu'on peut appeler ça, c'est faire beaucoup avec pas grand-chose. Ça, là, par exemple, je pense à Caen, qu'on fait un recrutement intelligent. Je pense à Angers, notamment, qui là, par exemple, hier, autour d'un check and doy qui était monstrueux, arrive à faire des performances avec... Angers, c'est 19e budget de Ligue 1, il ne faut pas l'oublier. Je ne veux pas faire celui qui ramène tout à l'argent, mais il y a cette réussite-là. Et en parallèle, on a l'impression que Lyon et Marseille, qui sont du coup respectivement 10e et 9e, sont pas loin du podium, peuvent toujours rattraper. On regarde les équipes devant, on voit Caen, Angers, Saint-Etienne, Nice. On se fait ça peut aller mieux. Bah non, parce que ces équipes-là sont intrinsèquement supérieures. On a vu qu'Angers, peut-être pas sur tous les matchs, mais Angers là, a été intrinsèquement supérieur à Monaco, tout comme Nice qui développe un très bon niveau de jeu, et pour moi supérieur à Marseille, Lyon et certainement. Monaco. Et pourtant, alors, j'ai un peu des regrets parce qu'en début de saison, je me souviens en mois d'août, on était ensemble. Oui, je trouvais que c'était bien parti. Moi, notamment avec Lyon, qui avait fait un bon recrutement, qui avait quand même recruté certaines têtes d'affiche, qui terminait sur une bonne dynamique. Comme Beauvu, par exemple. Ouais, comme Claudio Beauvu, Valbuena, enfin des bons joueurs, quoi, des valeurs sûres, et qui avait bien fini la saison, enfin qui avait fait une bonne saison l'an dernier avec Alexandre Lacazette, meilleur buteur de Ligue 1, donc devant Zlatan Ibrahimovic, donc c'est pas rien non plus. Donc on se disait, Fekir, il commençait vraiment à être en pleine bourre, enfin des joueurs qui, de plus en plus du côté de Lyon, tapaient vraiment aux portes de l'équipe de France, quoi. Donc on se disait, potentiellement, il pourrait y avoir une petite concurrence avec Paris. Et puis ça s'est effondré, bon, blessure de Fekir, ça s'est vite effondré. Et derrière, on n'a plus personne, on n'a aucune équipe qui a été capable de tenir ne serait-ce la distance. Ce qui pourrait être intéressant, c'est s'il y avait eu au moins un deuxième championnat, c'est-à-dire que Paris soit premier, certes, mais on aurait pu imaginer vraiment un championnat avec 3-4 équipes derrière, 3-4 fortes équipes comme Marseille, Lyon, Monaco, pourquoi pas Saint-Etienne, qui se tireraient la bourre derrière. Qui se tireraient la bourre pour avoir quand même la deuxième, la troisième place des places de Ligue des Champions qui sont pas rien. Et là, le niveau est tellement faible que, je veux dire, les 10 équipes qui se suivent se tiennent à voilà, c'est ça, en fait. 6-9 points d'écart. Il n'y a pas beaucoup d'écart en fait entre les. Et que ça ça change tous les week-ends, il n'y a pas de. Enfin, c'est-à-dire que. Il n'y a pas de niveau, quoi. Et ça change tous les week-ends, il n'y a pas vraiment de. C'est un faux championnat un peu. C'est comme. Parce que là où le championnat d'Angleterre est intéressant, même avec des petites équipes, bon, évidemment, ils n'ont pas les mêmes budgets, on peut pas clairement pas comparer, mais des petites équipes comme Leinster, etc., sont super intéressantes à regarder jouer, alors qu'en France, bon, je suis supporter d'Angers, c'est pas le problème, et de Paris, ce qui est un peu paradoxal, mais quand je regarde Angers jouer, non, je me fais chier en fait. Enfin, c'est juste que en plus le niveau de jeu est affligeant, et il n'y a pas de tête d'affiche comme tu disais. Donc dans ce cas-là, vraiment, je pense vraiment qu'on a affaire au pire championnat. Après, faut pas tirer sur tout. Je pense aussi qu'il y a une part de malchance. Au niveau beau jeu, on a quand même Nice, par exemple, qui arrive à produire des performances qui sont Ben Arfa a produit sympathiques. du beau jeu, forcément. Oh non, même si Nice dans l'ensemble, Nice, je suis pas d'accord et autour de Germain, Mendy et d'un milieu très très avec beaucoup de qualité, je pense que Nice produit un des meilleurs jeux de France. Mais je pense que c'est surtout en fait de la malchance, ou peut-être de l'incompétence, ça je sais pas trop, mais au niveau du recrutement, il y a eu un recrutement dans toutes les principales équipes qui a échoué. À Monaco, il y a eu tous ces paris portugais d'Elder Costa, d'Ivan Cavaliero, enfin une attaque défaillante, mauvais recrutement. Marseille, il n'y a pas eu trop de recrutement, mais si on parle de rien que du coach, le recrutement de coach est pas forcément très pertinent, même s'il fait avec ce qu'il a. Et Lyon, pareil, on a Beauvu, Valbuena. Lyon, c'est une catastrophe. Mis à part Valbuena. Valbuena, Yanga Mbirwa, c'est un recrutement défaillant encore. Mais oui, mais sauf que le recrutement, le problème à Lyon, c'est que ça fait 10 ans qu'il est défaillant le recrutement. C'est-à-dire que ils vendent bien, mais ils savent pas acheter. Ils savent pas acheter. C'est-à-dire que plutôt que d'aller chercher des petites pépites brésiliennes comme on faisait dans les années 2000, on s'est mis à vouloir jouer les grands. Enfin, je parle par rapport aux dirigeants lyonnais, mais les dirigeants lyonnais se sont mis à vouloir jouer les grands et à acheter des. Ça a commencé même tôt, dès qu'on commence à aller prendre des mecs comme Bastos, Michel Bastos à Lille, Lisandro Lopez et tout. Bon voilà, on commence à prendre des joueurs chers qui ont eu des performances honnêtes. Qui ont des performances honnêtes, mais qui est difficile de rentabiliser. Enfin, c'est-à-dire que quand même, qui ont eu des performances honnêtes, je veux bien. Enfin, Gourcuff, on l'a revendu combien? On l'a acheté hyper cher, on l'a acheté, je crois, 20 millions, 20, 25 millions. Pareil pour le cas Sissoko. Voilà, pareil pour le cas Sissoko. Beauvu, Bastos qu'on avait acheté 18 millions, qu'on revend 5. Pareil pour Lisandro Lopez, c'est tout ça. Alors qu'avant, c'était l'inverse. C'était avant, on achetait des mecs de 3 millions d'euros qu'on vendait 20 millions. Et donc là, voilà, des équipes comme Lyon, Marseille, c'est une catastrophe. Marseille, depuis qu'il n'y a plus Anigo,
Le recrutement aussi est très médiocre et moyen. Donc finalement, si je vous suis bien, le championnat français serait un championnat qui n'est pas forcément intéressant à suivre parce que même les bons joueurs n'arrivent pas à jouer dans notre championnat finalement. C'est-à-dire qu'au-delà, quand Paris est arrivé, on s'est dit, bon, quitte à gagner tout le temps le championnat, au moins ils vont rehausser le niveau. Et ça se produit pas. C'est-à-dire qu'on attend, on pensait, parce que Paris gagne, certes, mais on se disait, ça va inciter d'autres joueurs peut-être, ou les équipes à relever leur niveau, ou d'autres joueurs bons à venir dans notre championnat par attractivité, ne serait-ce que pour jouer contre des équipes justement comme Paris, pour pouvoir être recruté directement sous les yeux d'équipes comme des équipes européennes, de grandes équipes comme ça. Et ça se produit pas, quoi. C'est-à-dire qu'au final, j'ai l'impression que Paris joue dans un championnat d'enfants, en fait, qui joue avec des équipes qui savent pas structurer, qui savent pas jouer. Et pour rebondir juste vite fait sur ce que tu dis, Stan, après je te donne la parole, Louis, c'est que quand on écoute les dirigeants, même les joueurs, lorsqu'ils vont jouer à Paris, il n'y en a aucun qui dit on va gagner. Ouais, c'est assez hallucinant, il y en a aucun qui dit oh, on va vraiment se défoncer. Ils disent tous ouais bon on y va, on espère vraiment pas se prendre une branlée. Mais après c'est de la lucidité là. Paris va aller à Saint-Etienne. Il n'y a pas l'esprit de combat quoi. Oui mais Paris va aller à Saint-Etienne ce soir sans plusieurs titulaires. Je pense qu'ils n'ont pas leur charnière titulaire. Ils n'ont pas ni Thiago Silva ni David Luiz. Bon ok Marquinhos, Kimpembe c'est tout à fait honnête, mais c'est pas leur charnière titulaire et on n'a aucune inquiétude. Bon, peut-être que le match me donnera tort, hein, mais on n'a aucune inquiétude sur la performance de Paris. Pour moi, c'est plus... j'imagine qu'on est dans une année où il y a eu un trou, ça arrive, où les équipes ont raté leur recrutement et leur championnat, et que ça repartira la saison prochaine. C'est vrai que là, pour l'instant... Après, le championnat n'est pas inintéressant, parce que du coup, c'est serré, on a très peu d'écart, limite, entre le 17e et le podium. Ouais, mais c'est triste de dire qu'il est intéressant, parce qu'on s'intéresse à la 2e et 3e place. Là, finalement, on n'a même pas de combat pour la première. Ouais, mais tu peux toujours espérer on ramasse les miettes l'an d'après. C'est-à-dire que tu as plein de championnats où combien de temps le Bayern a dominé sans partage la Bundesliga et tu as un Dortmund qui a émergé de temps en temps, quelques années, ou pareil, voilà, c'est la même chose en Espagne. Parce que finalement, est-ce que le championnat espagnol était bien plus intéressant que ça il y a quelques années encore? Il y avait un vrai duel. Oui, il y avait un duel entre Barça et Real, mais une fois que tu es sorti du Barça Real, il n'y a plus rien. Mais il y avait quand même un duel. Là, maintenant, tu as des équipes comme l'Atlético qui émergent et tout. Il y a vraiment. Ça peut changer. C'est-à-dire que pour peu que, je sais pas moi, souvenez-vous l'an dernier, quoi. Je veux dire, Lyon, Marseille, c'était bon au début. Marseille, ça a lâché, mais Lyon, ça a quand même tenu. Voilà, il y a l'Euro 2016 à la fin de l'année. Je sais pas, pour peu qu'on se relance un peu dans une dynamique, si Fekir revient, bon, si jamais il reste à Lyon l'an prochain, bon, voilà. Mais pour peu qu'il suffit d'un petit recrutement, on recrutait une ou deux pépites, je veux dire, un centre de formation solide, et on peut espérer tenir la dragée haute, quoi. Voilà, j'ai encore des espoirs parce que là, par exemple, Monaco a recruté un défenseur central brésilien qui devrait stabiliser un petit peu l'arrière-garde. Voilà. Lyon, bon, il y a beaucoup pointent le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution dans le jeu. Je trouve quand même que c'est meilleur, qu'il y a ce manque peut-être de chance devant, mais que ça va y avoir un déclic et que de toute façon, on va vers une année prochaine meilleure, j'espère. Marseille, pour le coup. Il y a toujours ces rumeurs de revente qui reviennent avec beaucoup plus d'insistance récemment. Mais 100 millions d'euros pour Marseille, j'avais lu sur l'équipe. Voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais il y a toujours ces rumeurs de revente qui pourraient accentuer la compétitivité. Bon, là, j'ai revu le 11 de départ Marseille il n'y a pas longtemps. C'est vrai qu'il reste... Faible. C'est faible, mais ça reste compétitif. Le problème, c'est que du coup, est-ce qu'il faut pointer le coach? Je ne sais pas. Mais disons que tous les espoirs ne sont pas perdus. Mais... Là, c'est vrai qu'on est à une mi-saison, un peu plus de la mi-saison, où ça devient très pauvre. Paris peut potentiellement gagner le championnat à la 25e, vers la 25e journée si ça continue. Mais il y a encore de l'espoir. Enfin, je pense que là, déjà, il va y avoir Je pense qu'il y a de l'espoir pour les saisons prochaines, pas pour cette saison, personnellement. Mais pour cette saison, ça va être serré jusqu'au bout. Et j'espère tout de même... serré devant. Pas par rapport à Paris, évidemment. Mais pour la 2e, 3e place. Ouais. Et j'espère qu'une des équipes principales, même si j'ai beaucoup de sympathie pour Angers par exemple, va accrocher la Ligue des Champions. Va accrocher la Ligue des Champions. C'est incroyable. Parce que non, mais Monaco 2e Ligue des Champions par exemple, ça resterait assez honnête et ça nous préserverait un indice UEFA. Parce que c'est vrai que du coup, cette lutte avec plein de petits est très sympathique. Mais Angers qualifié direct en Ligue des Champions, ça va être un massacre. Un carnage. D'accord, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, j'espère que les dirigeants des différents clubs de Ligue 1 écoutent Slash. Voilà, faut faire un meilleur recrutement, les gars. Faut commencer un petit peu à faire attention à qui vous achetez. Donc on se retrouve tout de suite pour un nouveau débat après une petite pause musicale. Promise that we'd always try. Guess that makes us both
try to play along, pretending that we were strong. Had to move you to the fire, fire. So cool, all the games that we used to play. Sit around and plan on all our future days. Talk about how we would look when we were great, and where we would retire, tire. Now I think that we should throw it away, 'cause we've been broken for days. We're so stuck in ways. I don't see us making it. It's quit faking, it's quit faking, faking. Baby, why you faking, faking? And lately I've been faking, faking. 'Cause I don't see us making it. It's quit faking it, it's quit faking, faking. Baby, why you faking, faking? And lately I've been faking, faking. I don't see us making it. Quit faking it, yeah. Shit right here is suicide. I'm prepared to die. Your mom gon' call with a reply, and she gon' be surprised. You say you love me, girl, you lying. And we argue all the time. Half the time when we be fucking, you can't look me in the eye, but you want that work. Oh yeah, you don't even phone me. When I'm in it, you don't fake, but that's the only time you're my girl. Yeah, only when you're honey's when you're blowing up my phone. I was willing to give you all my love. Now I'm falling out of order, the game's too much. No, I can take it, but I forget it all. I can take it, so baby, why you I feel like we're faking love. You don't give, I'm taking love. I mean, the sex isn't bad. You go down to make it up. In my heart, I had a rope, so I lassoed the move for you. But you were too down to earth. I was trying to be a star. With a crash if we had a car. Drunk in love if we had a bar. Why you gotta put it all on my tab? We used to go half like 50 yards. I'm open in the end zone. It feel like the friend zone. I got in told, I know light skinned niggas is still in style. So it can't be because my skin tone. What's the point of begging you to stay though? Stay though. I heard you been chillin' with Masego, Sego. Summertime you used to be my baby, yeah. But we've gone to the grave from the cradle. faking, faking? Baby, why you faking, faking? And lately I've been faking, faking. 'Cause I don't see us making it. It's quit faking it, it's quit faking, faking. Baby, why you faking, faking? And lately I've been faking, faking. I don't see us making it. Quit faking it, yeah. Life's like a long funeral. So love is just a tomb for two. And if we both know that this isn't love, then how about we make room for the truth? Cause I would love to see you smile sometime, even if it ain't with me. C'était KRS, Faking It. Vous avez vu ça? Toujours cet anglais. accent. Ah, il est formidable, n'est-ce pas? Il me regarde toujours avec un petit air dès qu'il dit les musiques, c'est gênant. Dès que je prends l'accent anglais, je suis obligé de te regarder, Stan, parce que je te trouve merveilleusement beau et ça m'inspire. Bon, quatrième débat, et le dernier. Sur Taubira, donc, on reçoit une invitée qui est Manon, étudiante juriste en première année et qui souhaite devenir avocate. Quel beau projet. Et qui est très intéressée par le milieu carcéral. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler donc de Taubira et du prétendu laxisme vis-à-vis de sa politique sur la justice, notamment carcérale. Donc, et avant toute chose, bonjour. 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 Voilà, donc je vous laisse lancer le débat.
Si vous avez un sujet donc spécifique à aborder en premier lieu, Manon, par exemple, si tu veux revenir par exemple sur le laxisme, ce que tu entends par là, est-ce que tu as des choses à dire là-dessus par Alors oui, exemple alors d'abord, on peut revenir en fait sur le projet de Madame Taubira qu'elle a mis en place, notamment sur la réforme pénale. Et en fait, on peut donner deux grands axes à cette réforme. C'est premièrement la contrainte pénale. En fait, c'est une nouvelle sorte de peine, contrainte ou obligation pénale, qu'on pourra expliquer juste après, ou la suppression des peines planchées. Alors les peines planchées, c'est une peine qui a été mise en place sous Sarkozy. Et c'est la révocation immédiate du sursis en cas de récidive. Et en fait, cette loi est un peu en désaccord avec la loi et la Constitution, vu qu'elle se met en désaccord avec l'individualité de la peine. Mais du coup, quand on regarde cette loi-là et qu'on voit à côté les accusations de laxisme, quand on étudie la loi, on n'a pas... Pour moi, c'est pas le laxisme qui ressort peut-être en principal, c'est plutôt ce côté... par rapport, il y a un problème des prisons, très clairement, il y a un problème de surpopulation carcérale. Et qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça sans éviter du coup de se prendre toute l'opposition politique dans la gueule, quoi. Alors d'abord, le laxisme, c'est quelque chose qui est... c'est caractérisé plutôt par la population. C'est l'opinion publique qui en fait a dit, et la droite par opposition, qui a qualifié Madame Taubira de laxiste. Sauf qu'on peut se poser une première question, c'est à quoi sert la prison ? Très bonne question. Voilà, Ah, c'est bah, ça. c'est Je trouve parti. que le mandat de Madame Taubira en fait fait émerger un certain paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, la droite l'attaque souvent de laxisme, c'est-à-dire parce dès qu'elle est entrée au gouvernement, elle a émis cette idée de vouloir un peu réduire la population carcérale, de vouloir emprisonner moins, de vouloir désengorger un peu les prisons pour favoriser une meilleure réinsertion. Exactement. Voilà. Cependant, on se rend compte dans les faits et dans les chiffres que c'est pas tout à fait vrai et que finalement, quand la gauche répond, elle a tendance à dire mais n'importe quoi, elle n'a pas été laxiste, puisqu'elle, on se rend compte qu'il y a eu encore plus d'emprisonnés sous Madame Taubira qu'il y en a eu sous Sarkozy. Pour citer les chiffres de l'Express, le surnombre carcéral est passé de 10 640 en 2011 à 13 054, donc une hausse de un peu moins de 30%, quoi, 25%. Cependant, le paradoxe, c'est qu'on dit ça pour défendre Madame Taubira, mais au final, d'un point de vue de gauche, c'est pas forcément ce qui est recherché, puisque la logique voudrait d'abord justement un désengorgement de ces prisons, puisque la plus grande délinquance justement naît en prison. Oui, et justement, c'est pas forcément que désengorger, mais c'est aussi éviter que les gens sortent pire de prison qu'ils sont rentrés. Parce qu'il faut savoir qu'en prison, on a une vie sociale en fait qui est juste inexistante. C'est quelque chose de très très dur au niveau humain. D'ailleurs, la CEDH, donc la Cour européenne des droits de l'homme, a déjà condamné la France à plusieurs reprises, que ce soit en droit général, mais aussi en droit pénal, sur justement les conditions d'incarcération. Et en fait, il faudrait se demander aussi si une peine de prison, elle doit forcément, pour les crimes qui ne sont pas dangereux, je parle, parce qu'on peut se dire la prison sert pour les crimes dangereux à éviter aux victimes de recroiser en fait, leur agresseur dans la rue, à supprimer des libertés à des personnes qui en ont abusé et qui ont été très dangereux. Mais par exemple, moi je vais au tribunal très souvent pour regarder en correctionnel, etc., comment ça se passe, quelle peine de prison pour quelle sorte de crime. Et on voit beaucoup de jeunes, mais des très jeunes, 19 ans, donc qui sortent à peine du contrôle sur les mineurs, 19 ans, 20 ans, qui sont envoyés en prison pour des peines quand même assez lourdes, de 6 mois, 18 mois, enfin quand même assez lourdes, pour du trafic, pour des faux de permis, enfin ça peut être dangereux, mais voilà, c'est des peines, c'est des délits qui sont pas violents, qui sont pas voilà, et on les prive à leur âge de tout espoir en fait de se réinsérer plus tard, de trouver un boulot convenable, et en fait on leur supprime la possibilité de se réinsérer. C'est-à-dire que le problème en France, c'est qu'une certaine frange conservatrice de la population oublie une caractéristique et un rôle essentiel des prisons, qui est celui de réinsérer. C'est-à-dire qu'on pense souvent la prison que par son aspect punitif. C'est-à-dire la prison, c'est punir les délinquants de la société. Oui. Or, souvent, la délinquance émerge quand même dans des conditions sociales difficiles, des gens qui
qui ne sont pas favorisés socialement. Et la prison a aussi un rôle de réinsérer ces gens-là dans la société, de les remettre sur le droit chemin. Or, tout cela est empêché par cette surpopulation carcérale. À partir du moment où les conditions de vie sont difficiles, c'est comme un professeur, par exemple, pour parler, un professeur qui aurait 15 élèves dans une classe contre un autre qui en aurait 50, en fait. Le même travail n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler dans de bonnes conditions, faire ses devoirs aux élèves, les éduquer correctement, si on est beaucoup trop, si des élèves sont assis par terre, et c'est ce qui se passe dans les prisons, c'est-à-dire qu'ils sont entassés et ce que tu disais, Manon, sans pour autant dire, par exemple, que voilà, quelqu'un qui conduit son permis ne doit pas être puni. Bien sûr. Le gros problème des prisons, c'est que quelqu'un qui conduit sans permis se retrouve emprisonné avec un apprenti terroriste, par exemple. Exactement. Mais à ce moment-là, quel constat on fait du ministère, de Christiane Taubira, qui a été garde des Sceaux de 2012 à 2015. Et du coup, la réforme pénale de 2014, quand on la lit dans les faits, elle est intéressante. Elle offre par exemple aux juges différentes possibilités pour des délits mineurs pour éviter du coup la prison directement. Mais dans les faits, en 3 ans, on se retrouve encore en 2015 avec des problèmes. Par exemple, encore l'année dernière, dans certaines prisons, je pense à la prison de Châteaudun par exemple, où il y a eu des problèmes au niveau de l'encadrement des personnes, tous les encadrements pénitentiaires qui se retrouvent face à une surpopulation. Je crois qu'on a vu les chiffres qui étaient à propos du nombre de matelas au sol, c'était 1200. Voilà, Ouais. 1200 au 1er janvier. Et c'est vrai que on imagine quand même que voilà, on a des prisons qui sont censées faire ressortir des personnes pour qu'elles se réinsèrent, pour qu'elles aient appris en fait de leurs erreurs, pour les faire réfléchir. Et on a en prison des violences, énormément de violences envers les détenus, entre détenus, un taux de suicide énorme. On a des conditions juste déplorables. On n'a pas de suivi en prison, on n'a pas de cours. Enfin, après, je sais que Stan, tu as déjà fait ton TPE aussi comme moi sur les prisons, donc on a quand même pu voir par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres en fait, que dans chaque prison ou maison d'arrêt, une bibliothèque est obligatoire. Sauf que bibliothèque, on s'entend bien, les 3/4 des ouvrages sont censurés. Il n'y a presque rien. Donc voilà. Par censurer, qu'est-ce que tu entends grosso modo? C'est-à-dire que soit tu as des ouvrages qui ne sont pas là, ou il y a des ouvrages qui sont là, mais dont on a carrément arraché des feuilles. Ah non, des ouvrages qui ne sont pas là, justement. D'accord, voilà. ok. Et donc très peu d'accès, très peu de moyens. On choisit vraiment très bien. Voilà. On choisit bien les ouvrages. Voilà, D'accord, ok. exactement. Oui, non, mais tous les problèmes, du coup, avec Manon, on a pu le voir nous-mêmes en rencontrant soit des prisonniers, soit des personnes qui travaillent avec des prisonniers, des coachs sportifs, des personnes du service d'insertion et de probation, tout ça. Et se rendre compte que vraiment tout le problème part de cette surpopulation carcérale. Oui. Parce que tout part de là. C'est-à-dire qu'on met ensemble, à partir du moment où des gens dorment sur des matelas par terre, la prison, il faut bien s'imaginer que c'est une représentation de tous les maux de la société, en fait. C'est-à-dire qu'il se passe dans une prison ce qui se passerait dans la société. C'est-à-dire qu'il y a des inégalités entre les détenus. Tous les détenus n'ont pas les mêmes moyens de revenus. Tous les détenus, par exemple, pour recevoir ils ont le droit de recevoir, par exemple, des clopes. Il y a un trafic qui s'organise au sein des prisons. Et tout est, à partir du moment, même pour faire des activités sportives ou des choses comme ça, s'il y a trop de détenus, c'est pas possible, ça se fait pas bien. S'il y a trop, il y a un taux de chômage en prison. C'est-à-dire qu'on essaye, c'était aussi une des politiques de Madame Taubira, d'augmenter le nombre de conseillers d'insertion et de probation pour aider, donc ce sont les personnes qui aident les détenus à se retrouver une voie professionnelle, en fait, à se réinsérer. Et donc c'était le but de Madame Taubira aussi, d'aider à cette réinsertion pour éviter la récidive derrière. Parce Exactement. que si c'est juste punir pour punir et laisser ensuite les détenus ressortir, c'est pas éducatif, parce qu'au final, ils sont rentrés, les petits délinquants sont rentrés et ont côtoyé des délinquants bien plus graves, qui sont dans des milieux notamment de la drogue par exemple, ou du crime, et donc ils rentrent dans des réseaux et aussitôt ils en ressortent, on leur donne pas les clés, ils se retrouvent au chômage, sans logement, perdu de la société. Donc le seul refuge, c'est le crime. Parce qu'au sein des prisons, il n'y a aucune séparation entre les détenus. Aucune. Non, aucune. À part, on peut pas mettre dans la même cellule, dans la même classe, deux personnes dont l'affaire n'a pas encore été jugée. D'accord. Et qui sont dans la même affaire, en fait.
Donc c'est tout. Donc aucune séparation. En fait, la séparation, c'est homme-femme, Oui, au mieux. mais dans des prisons complètement séparées. Donc c'est même pas un bâtiment. C'est même pas je un crois. bâtiment, c'est-à-dire qu'il y a des prisons de Oui. femmes et des prisons d'hommes. Et justement, merci de me lancer sur les prisons de femmes, puisqu'on Je t'en voit prie. justement qu'on n'a pas du tout le même problème pour les prisons de femmes. C'est-à-dire que moi qui ai étudié un peu la prison de femmes de Rennes, qui est la première prison de France féminine, on se rend compte que dans une prison où il n'y a pas de taux de surpopulation, Ça se passe beaucoup mieux. ça se passe beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des moyens adaptés qui sont mis en œuvre, les réinsertions se passent beaucoup mieux. Il y a beaucoup moins de récidives. Les relations entre les détenus avec leur conseiller Pôle emploi, leur geôlier, Leur enfin pas leur coordinateur geôlier, mais culturel, etc., voilà, tout ouais. ça se passe beaucoup mieux. Et là, la prison est vraiment instructive. Ce qui n'est pas le cas pour les prisons masculines. Alors du coup, j'ai une question qui peut paraître extrêmement niaise, parce que je ne connais pas du tout le sujet, mais pourquoi est-ce qu'on ne construit pas d'autres prisons en fait? C'est un manque de moyens. D'accord. ok, Un manque très de moyens, un simplement. manque de volonté, parce que je pense que. Parce que manque de moyens encore, enfin ça, j'ai envie de dire, pour certaines choses, on trouve facilement les moyens. Mais il y a ça- des places qui ont été créées, hein. Il y a des nouvelles prisons qui ont été créées, sauf que, en fait, là, il y a. Je sais plus où j'ai vu ce chiffre. Bah Mais là, je crois là, qu'il y a là, encore on part 100 000, On parle pour 100 000 plus peines 6500 fermes. places d'ici 2017. plus 6500. Sur le papier en tout cas. Mais en fait, il y a toujours des. Ils réactualisent, en fait. Ils font sortir des personnes. Enfin voilà, ils font tourner, mais au D'accord. final, il y a toujours. Mais du coup, je voulais avoir vos deux avis à Stan et à Manon là-dessus. C'est dans cette logique où du coup, Madame Taubira a démissionné autour du fait qu'il y a eu ce problème autour de la déchéance de nationalité. Mais à un moment où la prison est toujours au centre des intérêts, enfin des problèmes pour le djihadisme, mais aussi pour la surpopulation, est-ce que du coup, on était sur une bonne lancée avec Madame Taubira qu'on aurait pu continuer? Ou est-ce que finalement, est-ce que ça peut pas donner un coup de pouce le fait qu'il va y avoir un changement de garde des Sceaux? Alors moi, je pense qu'on était vraiment sur une bonne lancée avec Madame Taubira, qui en fait était pas du tout laxiste, mais elle avait juste du bon sens en fait, de comprendre que des peines de prison sont pas forcément la solution pour tout le monde, et qui a en fait donné des nouvelles peines, comme j'en avais parlé tout à l'heure, les peines d'obligation et d'interdiction, qui sont une alternative très intéressante. Une justice plus au cas par cas. Voilà, finalement, plutôt que- exactement, au cas par cas, et qui serait en fait éducative, qui serait remettre les individus au centre. Et je comprends que la vindicte publique s'abatte sur les criminels en prison, mais en fait, on se rend pas compte comment ils ressortent. Et voilà, on crée en fait. On crée une. C'est ça, je trouve, Un que, cercle je vicieux. trouve, je trouve Voilà. que les intentions de Madame Taubira étaient bonnes. Oui. À la base, quand elle est arrivée, il y avait un taux de sortie sèche de 80%, c'est-à-dire un taux de sortie de personnes qui sortent de prison sans aucune ressource finalement, Mhm. sans comme ils sont arrivés, c'est-à-dire Sans sans rien. perspective de réinsertion. Mais au final, je trouve, moi, personnellement, son bilan assez décevant, notamment quand on voit l'augmentation de la surpopulation carcérale tout de même. Il faut savoir pour aussi répondre à que l'augmentation. Elle est ministre de la Justice. Elle est ministre de la Justice, elle n'est Après, pas, elle est pas juge. Elle c'est peut pas sûr. donner des directives. Voilà, les juges, c'est Exactement. les juges qui envoient les gens en prison. Mais Elle donne des directives, mais elle peut et pas donc, obliger. pour répondre à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, je ne sais même pas si la solution, c'est de construire plus de prisons. C'est-à-dire qu'il faut Bah penser aussi qu'il y a des peines alternatives qui existent. On le voit dans d'autres pays, notamment toujours ces pays du Nord aussi, qui sont la Suède, le Canada, enfin des pays comme ça, qui proposent de plus en plus d'autres peines, comme par exemple le bracelet électronique, qui Oui. permettent quand même Qui existe Bah, en France. qui existe en France, mais qui n'est pas très développé, qui permet quand même aux gens de rester sous surveillance et d'être à la fois accompagnés. C'est que tout est une perte de liberté, parce que c'est avant tout ça la prison, c'est quand même une perte de liberté. Et la liberté, c'est quand même le principe fondamental. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est surveillé, on n'est plus libre, on n'est plus dans une même condition. On a aussi par exemple les travaux d'intérêt généraux. On a plusieurs peines alternatives qui peuvent exister comme ça et qui seraient peut-être plus utiles pour des. Alors évidemment, je ne parle pas pour des violeurs, des meurtriers Voilà. ou tout. Bon, d'accord. Mais Faut on bien parle. faire la différence parle entre pour- crimes dangereux et. On parle pour tout. On délits. parle pour des délits que Manon côtoie toutes les semaines quand elle va au tribunal, qui sont quelqu'un qui a volé du courrier, quelqu'un Mhm. qui transportait un peu de shit sur lui, quelqu'un qui a volé un truc dans un magasin. Enfin, Ouais. pas des gros délinquants. Je veux dire juste des gens qui n'ont pas eu les mêmes conditions sociales que tout le monde. Et peut-être que des peines alternatives à l'emprisonnement pour pas les faire côtoyer ce milieu de délinquance seraient plus intéressantes, ne serait-ce que pour les
pour les réinsérer socialement et ce serait moins dangereux par la suite. D'accord. Alors, je te remercie, Stan. Peut-être un dernier mot, Manon, éventuellement, si tu as quelque chose à dire. Non. Non, très bien. Que tu es d'accord avec moi, Oui, je je sais suis pas. totalement d'accord. Eh voilà. ben, c'est formidable. Je vous remercie vraiment pour ce débat qui était extrêmement intéressant. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses et on te remercie au nom de toute l'équipe Manon d'être venue. Je vous en prie. Voilà, donc c'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce rouge ou un petit pouce vert si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines émissions de Slash et à nous suivre sur Facebook via la page du Trait d'Union. Petite pensée pour Héloïse. Petite pensée pour Héloïse, oui, que j'ai remplacée au pied levé aujourd'hui. J'espère ne pas avoir été trop mauvais et que vous avez apprécié notre émission et ma présence au micro. T'as été parfait. Va. Ah, c'est gentil, c'est formidable. Voilà, on vous embrasse et à la prochaine. Thank you.